Bienvenue dans le 7-9, deuxième partie. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est le journal. Voici les titres avec à la une le soulagement pour les Gazaouis. Israël et le Hamas ont fini par accepter un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Cette trêve devrait mettre fin à une guerre qui a fait plus de 2100 morts. On en parle avec notre correspondant en Palestine, Nicolas Robert. En France, on connaît désormais la composition du nouveau gouvernement français. Et quels ministres font partie de cette nouvelle équipe et qu'en pensent les Français? On en parle dans cette édition avec l'analyste Mustapha Tossa. Et puis enfin, dans le dossier de la lutte contre l'État islamique, l'hypothèse de frappes américaines en Syrie semble de plus en plus se confirmer. Les États-Unis excluent toute coordination avec le régime de Bachar el-Assad. Et à la une de l'actualité ce matin, c'est donc Israël et le Hamas qui ont fini par accepter un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. On pouvait lire le soulagement et la joie sur les visages des Gazaouis hier soir. Et cette trêve devrait donc mettre fin à une guerre qui a fait en l'espace de 50 jours plus de 2100 morts. Manal Artari. Gaza fête sa victoire. Les Palestiniens ont réussi à imposer leurs conditions pour la mise en place d'un cessez-le-feu permanent. Un cessez-le-feu entré en vigueur hier après des négociations ardues avec Israël. Cette trêve de longue durée négociée par l'entremise de l'Égypte intervient au 50e jour d'une guerre dévastatrice. Nous avons vécu une longue souffrance, une souffrance qui a duré 50 jours. Cette période a été extrêmement difficile pour nous tous. L'accord prévoit un allègement du blocus imposé par l'État hébreu, principale exigence des Palestiniens depuis le début des pourparlers au Caire. Israël a autorisé l'ouverture immédiate des points de passage vers la bande de Gaza. L'aide humanitaire et les matériaux de reconstruction seront ainsi acheminés. Nous sommes là aujourd'hui après avoir conclu un accord avec Israël pour annoncer la victoire de la résistance palestinienne. C'est la victoire de Gaza. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies exhorte les deux parties à assumer leurs responsabilités. Selon lui, il faut commencer par respecter la trêve. Après 50 jours de souffrance et de destruction, toute violation de la trêve serait une décision tout à fait irresponsable. Tout effort qui ne s'attaquerait pas aux causes profondes de la crise ne ferait que préparer le terrain pour un nouveau cycle de violence. L'opération israélienne menée contre la bande de Gaza depuis le 8 juillet a fait au moins 2100 morts et 11 000 blessés. Quant au nombre des déplacés, il avoisine les 475 000. Après la guerre, place à un défi de taille, la reconstruction de l'enclave palestinienne. Selon l'ONU, quelques 55 000 demeures ont été touchées par des frappes israéliennes. Au Maroc, à présent, on apprend que 9 membres d'une cellule terroriste ont été déférés devant la justice. Il s'agit de 9 personnes d'une cellule spécialisée dans l'embrigadement de Marocains et d'étrangers pour allier l'organisation terroriste de l'État islamique. Ils ont donc comparu devant le procureur général du roi près la cour d'appel de Rabat. Les mises en cause originaires de Tétouan, de Fnédar, de Martil et de Fès sont poursuivis pour constitution d'une bande criminelle dans le but de préparer et de commettre des actes terroristes dans le cadre d'un projet collectif qui vise à porter gravement atteinte à l'ordre public par intimidation, la terreur, la violence, le financement du terrorisme et réunions publiques sans autorisation. Autre information en Algérie voisine à présent. Le président Bouteflika a limogé hier Abdelaziz Belkhadem, le conseiller spécial du chef de l'État algérien, qui a donc été écarté de toutes les structures de l'État, mais aussi du FLN. Pour certains observateurs, cette éviction vient confirmer la crise de personnalisation du pouvoir algérien, mais aussi le caractère global et autoritaire du régime d'Alger. Belkhadem, dont les raisons du limogeage n'ont pas encore été explicitées, faisait pourtant son grand retour sur la scène politique algérienne. Il était entré en conflit avec l'actuel secrétaire général du FLN, Amar Saadani.
L'actualité en France, après la crise politique provoquée par les propos de l'ancien ministre de l'économie, on connaît désormais donc la composition du nouveau gouvernement français. Qui donc pour remplacer Arnaud Montebourg à l'économie et aux finances? Quels ministres font partie de cette nouvelle équipe? Qu'en pensent les Français? Des éléments de réponse avec Amina Benhalak tout de suite. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Emmanuel Macron pour succéder à Arnaud Montebourg. Emmanuel Macron, un économiste de 36 ans, ex-banquier d'affaires chez Rothschild. Il a été le conseiller économique et financier de François Hollande jusqu'à la mi-juillet. La presse française l'a même surnommé l'hémisphère droit du président. Les Français ont longtemps réclamé plus de cohérence au sein de l'équipe de Manuel Valls. Ce changement va-t-il enfin les convaincre ? Je ne m'attends pas à grand-chose en fait d'un nouveau remaniement malheureusement. J'étais pourtant un de ceux qui avaient voté pour le gouvernement actuel et qui espérait quand même des changements. Et je vois que les changements en fin de compte n'arrivent pas et que la politique menée ne correspond pas aujourd'hui aux besoins des gens, voilà, aux difficultés de l'économie. Donc je n'attends pas grand-chose en fait. Il n'a pas tout entre les mains, notre président. Il faut que tout le monde s'y mette, mais ça, c'est très très dur. Il faut soulever le peuple entièrement pour venir en aide à la France, en un mot. Pour beaucoup d'observateurs, l'arrivée d'Emmanuel Macron dans le deuxième gouvernement Valls consacre une politique plus droitière. Le genre de politique qu'Arnaud Montebourg avait critiqué. Il avait aussi dénoncé une croissance à l'arrêt au premier semestre et un taux de chômage qui a atteint un nouveau record fin juin. Il a frôlé les 10% de la population active. Et pour en savoir plus, nous avons joint ce matin l'analyste politique Moustapha Tossa. Alors Manuel Valls a donc dévoilé la composition de son second gouvernement. Avant les réactions, on se pose une question ce matin. Est-ce que cette nouvelle équipe pourra rassurer les Français et surtout résoudre cette crise que semble traverser le mandat de François Hollande ? Il faut dire, Naïma, qu'à la lecture des réactions politiques et des éditorialistes de la presse française, on n'a pas l'impression que François Hollande a présenté la recette magique pour calmer les esprits et rassurer sur l'avenir. Bien sûr, ce gouvernement Manuel Valls II est sous le titre de la clarté et de la cohérence. Donc, il n'y aura pas fini les couacs, fini les contradictions à la Montebourg. Le choix d'Emmanuel Macron est un choix judicieux puisqu'il est présenté par beaucoup de spécialistes comme le père du pacte de la responsabilité présentée comme une solution à l'économie française. Bien sûr, les milieux d'affaires et le patronat ont réagi positivement à ce gouvernement, mais il faut attendre à la pratique pour voir si vraiment François Hollande a présenté l'équipe qu'il faut, le casting qu'il faut pour sortir son régime et son mandat de la crise qu'il semble traverser depuis un certain temps. Alors, une des surprises de ce casting gouvernemental, c'est la nomination de la franco-marocaine Najat Vallaud-Belkacem au ministère de l'Éducation. Comment peut-on lire cette ascension, Moustapha ? C'est une vraie promotion pour Najat Vallaud-Belkacem qui n'a pas démérité durant tous ses passages ministériels depuis son poste de porte-parole et de ministre des droits de l'homme jusqu'à son dernier poste de ministre de la jeunesse. Maintenant, elle est consacrée comme un vrai ministre. Elle est troisième sur l'échelle protocolaire et puis c'est la première fois qu'une femme occupe ce poste. Donc c'est une vraie consécration. Alors la tâche de Najat Vallaud-Belkacem ne va pas être facile puisque déjà la droite commence à la critiquer et à se mobiliser contre elle puisqu'elle lui reproche d'être surtout le mouvement Manif pour tous, d'avoir été une de ces portrices de la théorie du genre qui a fait beaucoup de débats en France. Et puis aussi, il y a une autre information intéressante qui a marqué ce gouvernement, c'est l'entrée comme secrétaire d'État de Mariam Al-Khomri, qui est une des adjointes de Anne Hidalgo. Elle est maintenant secrétaire d'État à la ville. C'est aussi une ministre d'origine marocaine et ça fait deux Marocaines au casting de ce gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem et Mariam Al-Khomri. D'accord. Manuel Valls a décidé un vote de confiance du Parlement, un vote de confiance qui devrait avoir lieu en septembre ou en octobre prochain. Quels sont les risques et les enjeux d'une telle décision ?
En fait, ce vote de confiance sera la véritable heure de vérité pour Manuel Valls. Il va tester ses forces au Parlement. Tout le monde lui dit qu'il ne dispose plus de majorité pour mener son action. Donc, plus la fronde des responsables socialistes déjà existants s'ajoutera évidemment Benoît Hamon et Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti. Donc, il va falloir compter ses forces. Alors le risque pour lui, c'est que si jamais il n'obtient pas la confiance, ça va mettre François Hollande dans l'obligation de dissoudre le Parlement et de recourir à des élections anticipées. Mais beaucoup d'observateurs misent sur le fait que finalement le groupe socialiste va finir par voter la confiance parce qu'il ne voudra pas être le responsable de la dissolution et du retour de la droite. Donc un vrai bras de fer politique s'annonce pour Manuel Valls entre lui et le groupe socialiste des Frondeurs notamment. Mustapha Tossa pour Média TV, merci pour votre décryptage. Dans le reste de l'actualité, l'hypothèse de frappes américaines en Syrie qui semble se confirmer. Les États-Unis ont commencé leur vol de reconnaissance au-dessus de la Syrie pour localiser les positions des djihadistes de l'État islamique. Le Pentagone s'apprête donc à envoyer des avions espions et des drones, mais la Maison-Blanche exclut pour l'instant toute coordination avec Damas contre un ennemi commun. Pourtant, le chef de la diplomatie syrienne, Walid Muallim, a déclaré que son pays était prêt à coopérer avec la communauté internationale, y compris avec Washington, pour lutter contre les djihadistes. Mais il a aussi déclaré que toute frappe en Syrie devait se faire en coopération avec Damas, sous peine d'être considérée comme une agression. Selon le département d'État américain, quelques 12 000 djihadistes étrangers qui viennent de 50 pays différents se sont rendus en Syrie depuis le début du conflit il y a plus de 3 ans. Et puis de l'autre côté de la frontière, les forces kurdes et irakiennes appuyées par des raids américains dans le nord ont gagné du terrain contre l'État islamique. Et on va s'arrêter en Syrie justement après 3 ans de conflit et puis cette insurrection contre le régime de Bachar el-Assad. La Syrie semble peu à peu se vider de sa population, des civils qui ont préféré fuir vers le Liban voisin. Dans le village d'Arsal, à l'est du pays, les réfugiés se comptent par dizaines de milliers. Les détails avec Amina Belkhalaq. La ville d'Arsal se métamorphose. Dans ce camp de réfugiés, des ouvriers travaillent d'arrache-pied. Ils doivent faire de la place aux nouveaux arrivants. Un afflux de Syriens qui bouleverse le quotidien des habitants. Imaginez un petit village qui doit tout d'un coup accueillir beaucoup de monde. C'est ce qui s'est passé ici. Tout a changé, il y a beaucoup moins d'emplois. Avant, les travailleurs gagnaient dans les $20 par jour. Avec l'arrivée des réfugiés, on ne demande plus qu'entre 10 et $5. Dans les camps d'Arsal, la situation humanitaire empire de jour en jour et c'est tout le Liban qui est aujourd'hui dépassé par les événements. Le pays de 4 millions d'habitants accueille le plus de réfugiés au monde en proportion de sa population, 178 réfugiés pour 1000 habitants. Cela fait 5 mois que je suis à Arsal. Je lance un appel à toute la communauté internationale. Ils doivent nous aider à rentrer chez nous en Syrie. Nous ne voulons pas continuer à vivre comme ça. Même pour rentrer chez eux, ces réfugiés doivent se battre. Il y a quelques jours, plus de 2000 Syriens sont restés bloqués dans les montagnes qui surplombent Arsal sans aucun secours. Et c'est tout pour le journal. Tout de suite, on va rejoindre notre correspondant en Palestine. Nicolas Roper, vous êtes en direct de Ramallah. Bonjour Nicolas. Bonjour Naïma, bonjour à tous. C'est donc depuis Ramallah où siège notamment le gouvernement que Mahmoud Abbas a annoncé hier qu'un accord de cessez-le-feu avait été conclu après 50 jours de guerre dans la bande de Gaza. Racontez-nous Nicolas. Alors en fait, Mahmoud Abbas avait annoncé un peu plus tôt dans la journée d'hier qu'il prendrait la parole en fin d'après-midi. Ça a été le cas avec une demi-heure d'avance, on n'a pas vraiment compris pourquoi. Et le président de l'autorité palestinienne a annoncé qu'un cessez-le-feu avait été signé, un cessez-le-feu illimité. La nouvelle a été accueillie avec beaucoup de joie. On a eu ensuite au fur et à mesure les détails. Il y a eu quelques doutes sur l'heure exacte de ce cessez-le-feu. Les Israéliens ont mis un petit peu de temps à confirmer cette information.
Et finalement, on a appris que donc le cessez-le-feu était bel et bien réel. On espère qu'il tiendra, contrairement aux différentes trêves qui ont eu lieu ces derniers temps. Plusieurs points ont donc été discutés, notamment l'ouverture des frontières. Il y a aussi plusieurs thèmes qui ont été discutés. D'autres restent en suspens. Les négociations et les discussions doivent se poursuivre au Caire. C'est ce qu'ont annoncé les représentants palestiniens. Les Israéliens, ce matin, la presse en tout cas, estime que ce cessez-le-feu est en tout cas une erreur ou en tout cas une faute pour rien du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nicolas, la nouvelle a été accueillie par des scènes de joie à Gaza, même si les habitants ont payé un lourd tribut. Plus de 2100 Palestiniens ont été tués pendant cette guerre, pendant cette opération israélienne. Comment ont réagi les Palestiniens de Cisjordanie ? Eh bien, un peu à l'image de leurs frères de Gaza, vous avez vu les images tout à l'heure dans le journal, les Palestiniens de Cisjordanie sont sortis dans les rues peu après l'annonce de ce cessez-le-feu. Ils ont manifesté leur joie avec des pétards, il y avait des feux d'artifice, des concerts de klaxons jusque tard dans la nuit hier soir. Ils se sont rassemblés autour de la place principale de Ramallah, la place Al-Manara, et ils ont célébré les drapeaux du Hamas. Le parti islamiste était de sortie. C'était une atmosphère de joie, même si chacun rappelait que les 2000 morts, plus de 2000 morts palestiniens tués dans la bande de Gaza pendant ces 50 jours sont un drame, même si personne ne regrette ce conflit en espérant qu'il y ait des résultats. Certains disaient on ne devrait pas vraiment faire la fête en hommage à ces victimes qui ont été tuées. Nicolas, on va revenir sur l'accord annoncé. Il prévoit quelques avancées pour les Gazaouis, mais on est loin de toutes les conditions exigées. Oui, je vous le disais, les discussions vont se poursuivre, notamment sur deux points qui semblaient importants aux yeux des Gazaouis, l'ouverture d'un port et d'un aéroport dans l'enclave palestinienne. Des points ont été accordés, notamment sur l'ouverture des frontières, je vous le disais, avec Israël, mais aussi avec l'Égypte, mais à condition, évidemment, les secours, l'aide humanitaire et les matériaux de construction, de reconstruction vont pouvoir être envoyés dans la bande de Gaza, mais le passage des personnes, des Palestiniens, est encore largement sous condition. Un autre point a été gagné par les Palestiniens, c'est l'ouverture de la zone maritime. On était à 3000 nautiques avant cette guerre, elle passera à 6000 nautiques, mais ça reste quand même moins que l'accord signé en 93 entre Israéliens et Palestiniens qui prévoyait une zone de pêche jusqu'à 20 000 nautiques. Donc c'est un peu des résultats entre deux, des points ont été gagnés par les Palestiniens, d'autres restent encore en suspens. Nicolas, pour finir, vous avez passé plusieurs semaines à Gaza ces derniers temps. Vous avez, vous aussi, pu constater l'ampleur des destructions. Oui, il y a plus de 40 000 maisons détruites, plus de 10 000 infrastructures endommagées par les frappes israéliennes. Certains quartiers ont été complètement rayés de la carte. Je pense au quartier qui se trouve à l'est, notamment de la bande de Gaza, le quartier de Shajaïa, le quartier de Khoussa. Au nord, Beit Hanoun n'existe quasiment plus. Les dégâts sont immenses. La reconstruction prendra du temps. Plusieurs années, 2-3 ans, me disaient certains experts sur place. L'aide humanitaire doit arriver le plus rapidement possible car il y a aussi 10 000 blessés, près d'un demi-million de déplacés. C'est une situation critique, extrêmement difficile sur place. Les Gazaouis ont souffert pendant ces 50 jours. Ils sont dans des conditions d'épuisement extrêmes. Mais la question qui se pose maintenant, c'est comment cette reconstruction va se passer. Est-ce que les Gazaouis vont pouvoir revenir à une situation normale ou en tout cas une situation meilleure avant la prise du pouvoir du Hamas dans l'enclave palestinienne en 2007? Nicolas Roper en direct de Ramallah pour Médien TV. On vous retrouve bientôt justement pour continuer à parler de l'actualité de la Palestine. À très bientôt Nicolas. Tout de suite, place à la revue de presse. Elle est signée Taoufiq Nassali. On revient tout de suite après. Restez avec nous.